Il me semble que je l'ai aperçu tout à l'heure. Oui, le voici, voilà. Éric Pioget. Rémi Touzé. Et la belle blonde là-bas, au fond, Marie-Thérèse Dor. Alors, aïe aïe aïe, 3 hommes et une femme. Oui, bon alors, autant vous prévenir tout de suite, avec cela, on n'est pas dans le chacun pour soi, ni dans l'homme providentiel pour tous. Leur registre, c'est plutôt l'entraide et le faire ensemble. Donc, ils vont prendre la parole chacun leur tour. Et on va commencer par Olivier Longuet. Donc, servez-vous là, vous pouvez prendre un micro. Voilà, c'est plus convivial. Donc, avec lui, pas besoin de vous faire un dessin. Il est prof de mathématiques au lycée Alain Chartier à Bayeux. Mais il est aussi dessinateur de BD. Il a même remporté, avec 2 de ses élèves, un concours du CNRS, ça rigole pas, un concours qui décline maths et BD sur un thème qui n'est pas par hasard, sur le thème de l'égalité. Et il est aussi comédien amateur au théâtre de Lien, Lien au pluriel, et ce théâtre œuvre pour le droit à l'expression, l'intégration sociale, la citoyenneté. Merci. Alors, alors je suis très sensible à la culture, que ce soit la culture scientifique ou la culture des arts. Et ce mot évoque pour moi le partage des connaissances, l'émerveillement, un lien entre les gens. Elle peut être offerte à tous. Elle n'est pas réservée à une élite, mais doit nous élever pour prendre de la hauteur sur notre vie quotidienne. Alors là, c'est le matheux. Comment le matheux? Donc il y a 3 axes. Notre vie de tous les jours, le travail, et puis la culture, c'est l'axe des codes qui nous permet de nous élever et de prendre de la hauteur et de voilà, c'est pas si facile de parler en public. Donc l'association dont je fais partie là, propose du théâtre dans différents lieux pour des personnes très diverses, maisons de quartier, EHPAD, hôpitaux, on propose des stages pour la jeunesse aussi, pour apporter du dialogue, du partage et parfois de l'espoir, tout en restant exigeant, élitaire pour tous. Et l'association salariant une personne à mi-temps, nous avons des difficultés à subvenir, et nous avons demandé moult de subventions. Donc quand on s'est mis à remplir des dossiers de subventions conventionnelles, on savait dès qu'on le remplissait que ça ne serait pas pour nous, parce qu'on ne rentrait pas dans une case spécifique. On proposait à la fois du culturel, mais aussi du social. On travaille aussi dans les hôpitaux, on fait des lectures pour des malades. C'est pas une case. Comme dans une BD, on a besoin de plusieurs cases pour nous exprimer. Pourtant, la culture, c'est la connexion entre les gens, entre les idées, entre les projets. Et donc, à un moment, on a rempli le dossier pour la réserve parlementaire d'Isabelle Attard. Déjà, on a trouvé que c'était une très bonne idée que le choix ne soit pas fait par la députée, mais par un jury citoyen. Je viens d'une région où la plupart des subventions sont pour les associations de chasse ou de poules. Et on peut se demander s'il n'y a pas de clientélisme. Là, on ne peut pas se demander, c'est clair, c'est des citoyens qui choisissent. Et puis, quand on a rempli le dossier, on a rempli presque toutes les cases. J'aime bien remplir les cases. Le tableau des valeurs, je cite le dossier qu'on a rempli, les gros titres du tableau des valeurs qui doivent être
que la députée souhaite pouvoir privilégier dans l'attribution des subventions solidarité et humanisme, transmission et partage, égalité et transparence, respect et protection de la biodiversité, des données personnelles, etc. Créativité et innovation. Bon, on n'a pas tout rempli autant, mais on s'est dit que c'était riche, très riche, et que la vision de la société de la députée, qui transparaissait dans ses valeurs, était très intéressante. Et puis, en tant que citoyen, j'ai souvent été bluffé et très fier de la parole libre et courageuse de notre députée à l'Assemblée. Et je lui adresse tous mes vœux de réussite. Voilà. Monsieur qui vient de prendre le micro, c'est donc Éric Pioget, et c'est un Bayeuxin. Et lui, moi je suis dans Normandie, mais j'habite sur la côte de Nacre. Donc lui, il montre au quotidien qu'en se prenant en main, on peut soulever des montagnes. Et son credo, c'est rendre service, changer les choses, lutter contre l'injustice. Éric Pioget, il est président de l'association Honorine Neftois et du Centre d'éducation conductive de Bayeux. Il est également président de la fédération de ces établissements privés d'éducation conductive qui sont créés pour développer l'autonomie d'enfants lourdement handicapés. Vous avez la parole, vous préférez venir ici? Si vous êtes très bien, vous êtes le plus à l'aise. Oui, exactement, merci. Merci à vous. Déjà, merci beaucoup de votre invitation. Alors, moi, je vais faire un témoignage un peu différent parce qu'on m'a demandé un peu le parcours qu'on a suivi, que vous avez suivi à nos côtés. Et en fait, j'ai retracé l'histoire. On vous a sollicité dès votre élection, on vous a félicité il y a 5 ans de votre élection, et puis on vous a invité tout de suite à venir visiter ce centre, effectivement, qui est complètement atypique. C'était seulement le 2e ouvert en France. On en a ouvert 8 aujourd'hui, pour vous situer, dans le cadre de la fédération. Donc on a ouvert ce centre atypique sans aucune subvention publique, donc pour des enfants handicapés. Et puis vous avez répondu tout de suite positivement, et on s'est rencontrés quelques jours, quelques semaines après. Et déjà, c'était une première surprise pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas, déjà, parce qu'on s'intéresse au handicap. C'est vrai que ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, malgré les élections. Et puis, ça n'intéresse pas beaucoup nos concitoyens. On avait fait beaucoup de sollicitations, on n'avait pas eu de retour. Et puis là, tout de suite, ça s'est passé très, très naturellement. Alors, on a eu la chance de pouvoir vous inviter en retour, et je pense que vous vous en souvenez, c'était au mois de janvier, à vous inviter à venir, puisqu'il y avait un reportage sur Normandie TV. Je pense que c'est peut-être votre première télévision, un peu grâce à nous. On va vous dire, c'était un juste retour des choses, et vous avez témoigné effectivement sur tout ce qui se passait, et on vous expliquait un petit peu notre fonctionnement, et vous avez accroché effectivement tout de suite. Donc ça a été les toutes premières semaines. Vous nous avez aidé après beaucoup sur les contacts avec le ministère, parce qu'effectivement, même les bonnes volontés tout seuls n'arrivent pas à tout faire, donc on avait besoin d'aide. Et je veux dire, ça a été important pour nous, d'abord avec le ministère de la Santé. Vous avez fait des courriers, différents courriers. Après, on s'est orienté plutôt sur le ministère du Handicap. On a même vous avez organisé une visite, plusieurs visites même avec Madame Carlotti, puis personne ne se souvient, je pense, de cette dame. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Après, on a eu effectivement Madame Neville, qui a failli venir à plusieurs reprises. Et c'est même la sous-préfecture qui nous a informé qu'elle ne venait pas. On n'avait même pas l'information nous-mêmes. Quelques jours avant, voilà un peu comment ça s'est passé. J'ai su après, puisqu'on a eu d'autres contacts avec le ministère, que vous avez essayé de positionner plusieurs amendements dans les textes de loi, des projets de loi sur la santé, qui malheureusement ont été chutés, écartés, je veux dire, par un point de vue politique. Moi, je ne connais pas l'origine, puis après, de toute façon, c'est pas le plus important. Vous avez évoqué aussi la méthode que l'on pratique, l'éducation conductive, qui est très très peu connue en France. Vous l'avez évoqué
lors d'une commission parlementaire. Je ne me souviens plus quel était le sujet, mais vous avez porté notre voix ici simplement de Bayeux sur Paris. Je me souviens aussi très très bien que, alors vous n'étiez pas disponible, mais l'équipe Sarah et Estelle sont venues avec nous manifester devant l'Agence régionale de santé, puisqu'à un moment donné, les choses n'avançaient pas assez vite. C'était il y a 2 ans. Vous êtes venus à nos côtés. Bon, ça n'a pas abouti non plus, mais vous étiez toujours avec nous et c'était pour nous important. Alors l'association, quand même, aujourd'hui, en 5 ans, on a reçu une première subvention de l'ARS en fin d'année 2016. Alors on l'a reçu le 27 décembre 2016 pour l'année 2016. C'est pour vous situer la façon dont ça fonctionne. Bon, cette subvention n'est pas reconductible. Elle est de 20 000 €. Pour vous situer, un enfant dans un IME, le coût c'est 40 000 €. Donc là on nous a versé l'équivalent d'un demi-enfant sur une année, sachant qu'on en a 7 en permanence, et on a accueilli dans ce centre, en 5 ans, une trentaine d'enfants, puisque pendant les vacances scolaires, nous accueillons des enfants qui viennent de plus loin que de Bayeux et que même de la Normandie. On a réussi à lancer, et avec un financement, une étude sur l'éducation collective, via la CNSA. Alors, je vais dire, c'est un dossier quand même un peu compliqué, parce que pour obtenir un budget, là on peut saluer quand même le ministère qui nous a aidé, monsieur SF, qui a été quelqu'un que je suis allé voir 3 fois sur Paris, mais on a réussi à aboutir, et l'étude a commencé seulement cette année. C'est pour vous situer le temps que ça prend. Alors, j'indique, qu'est-ce que nous a apporté Isabelle, en fait, pendant ces 5 ans? Moi, j'ai indiqué une écoute active. Et le mot le plus important, c'est actif, parce qu'il y a acteur dedans. Notamment sur la situation du handicap en France, parce que des gens, on a vu beaucoup, qui sont venus nous voir, mais après, dans la réalité des choses qui se passent, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas toujours d'effet, de solutions qui avancent. Vous avez contribué à porter notre voix au plus haut, parce que sans vous, je pense que nous, petits centres de Bayeux, jamais on n'aurait eu contact avec le ministère. Vous nous avez ouvert les portes, vous nous avez fait connaître, en tout cas sensibiliser notre pratique professionnelle dans l'éducation collective au plus haut niveau. Et puis, c'est un soutien continu, parce que, notamment avec Sarah, on était très très souvent en relation, on s'informait très régulièrement de nos avancées respectives. Et c'était pas simplement, j'allais dire, une opération médiatique, un coup de poing à un moment donné. Non, vous êtes dans la continuité. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose de très important quand on est dans notre situation, parce que on a besoin d'un accompagnement dans la durée, et pas simplement d'un coup d'éclat. Vous nous apportez aussi du réconfort dans les moments difficiles, parce que des fois, c'était pas simple. Mais bon, voilà, vous apportiez aussi des solutions ou des ouvertures, et pour nous, c'était très très important. Vous savez que le centre a failli fermer aussi en fin d'année dernière, et là aussi, vous avez été d'un soutien important. Bien entendu, un soutien financier, alors pour la même raison que la personne qui m'a précédé, via la réserve parlementaire. Je ne vais pas refaire ce que dit la personne qui a parlé avant moi, dans une décision du jury citoyen. Alors, c'est pas encore connu, mais on a eu en montant la première attribution en termes de montant, parce qu'on n'a pas encore reçu la subvention. Mais bon, ce sont encore les rouages administratifs. Enfin bon, c'est pas moi qui ai reçu la somme, hein, ce sont les enfants qui sont derrière. Moi, je suis qu'un commercial, entre guillemets, de la cause, mais les enfants sont quand même les plus importants, et bien entendu les familles. Alors, en synthèse, en conclusion, je ne sais pas si je suis dans les 5 minutes. 5 ans, ça a été court, à l'échelle de l'avancement de notre reconnaissance au niveau des services publics. Vous voyez qu'en 5 ans, malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'on a pu faire, je ne dis pas qu'on a le même poids, on a quand même progressé, on a quand même des choses qui sont en route. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi effectivement à aboutir. Donc, c'est court à l'échelle d'une législature. C'est long par contre pour les parents que nous sommes, et pour les enfants, sans solution, parce qu'effectivement, pourquoi on a créé cette école, c'est qu'il n'y a pas de structure d'accueil suffisante en France. Il faut se
faut se le dire. Donc nous sommes quand même sur... le chemin va être encore long, on pense, mais nous sommes sur les bons rails. Et puis, ma chère Isabelle, et puis je me retourne aussi vers ça, et puis Estelle, merci à vous parce que vous avez contribué à nos côtés, à nous mettre en tout cas sur les bons rails. Merci à vous. Merci à vous pour ce témoignage très fort et peut-être pourriez-vous donner un contact avec votre association parce que dans la salle, des personnes vous ont peut-être découvert ce soir et souhaiteraient eux aussi apporter un peu d'aide. Chacun peut faire sa part peut-être. Eh bien, écoutez, pas de problème. Il y en a certains qui sont bénévoles ou ont été bénévoles au sein de l'association que j'ai. Et puis, bien entendu, à la fin de la séance, je suis à votre disposition, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Et on retient aussi dans ce témoignage l'écoute attentive sur la situation du handicap et le rôle tout à fait concret que peut apporter un député, un élu national sur le terrain local qui dépasse le petit point de vue géographique pour aller beaucoup plus loin dans cette démarche de solidarité, de prise en compte de véritables enjeux de société qui sont malheureusement, on dit beaucoup de mots, mais en termes d'action, c'est beaucoup plus compliqué comme vous venez de nous le dire. On va passer la parole à un autre homme, Rémi Touzé. Il est pompier professionnel. C'est le jeune homme qui a la chemise bleue, là. Et il est aussi président d'une association où c'est l'esprit d'équipe qui prévaut. Et d'ailleurs, il va s'exprimer en duo avec Marie-Thérèse Dehors, qui est de Saint-Aubin-sur-Mer. J'ai oublié de dire que Rémi était de Thaon. Vous êtes prof à Bayeux, mais vous êtes de Équay-sur-Seul et Bayeux, voilà. Et donc, Marie-Thérèse, elle est à la retraite aujourd'hui et elle était cadre socio-éducatif et elle est toujours membre du conseil d'administration du CCAS de Saint-Aubin-sur-Mer. Voilà, tous deux ont été membres du 4e jury citoyen de la réserve parlementaire. Et avant de leur donner la parole, je voudrais juste vous dire que pour avoir eu la chance de participer à l'animation de la première édition de ce jury, je peux témoigner que c'est la plus belle expérience démocratique que j'ai vécue. Et je pense qu'ils ne me démentiront pas. Bonsoir à tous. Donc, comme les précédents, nous, on n'a pas non plus l'habitude de parler en public, donc on va essayer de faire au mieux pour être concis et précis. Donc voilà, on est là aussi pour parler de la réserve parlementaire, mais du côté du jury. Et avec Marie-Thérèse, on va essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants. Voilà. Ce que c'est que la réserve parlementaire. Alors la réserve parlementaire, c'est 130 000 € d'argent public qui est attribué aux députés. Elle sert à soutenir des investissements de proximité décidés par les collectivités locales et ainsi que des activités menées par les associations. Il faut savoir que le choix des attributions est laissé entièrement à l'appréciation des parlementaires. Il n'y a pas de contrôle sur le choix des attributions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Isabelle Attard était tout à fait opposée à cette réserve parlementaire, en faisant valoir que le travail de député n'était pas de distribuer de l'argent. Voilà. Donc, afin de remédier à l'opacité, à l'éventuel clientélisme, elle a décidé de mettre en place un jury citoyen, en sachant que la réserve parlementaire n'est réglementée par aucun cadre juridique. Donc depuis 2013, chaque année, un nouveau jury citoyen est tiré au sort à partir de citoyens qui ont fait acte de candidature, citoyens de la circonscription. Donc en 2016, nous avons fait partie du jury citoyen
Nous étions 5 femmes et 4 hommes et avions 48 dossiers à traiter. Nous devions retenir 20 dossiers pour des associations et des dossiers pour les collectivités locales. Alors Rémi, comment as-tu décidé de t'inscrire pour participer au jury citoyen? Eh bien, tout simplement par intérêt de la démarche, sachant honnêtement pas trop là où j'allais, mais rien que de savoir que une personnalité politique donnait la parole à nous, citoyens. Il y avait juste un dossier de candidature simple et il n'y avait pas de question de profil, tout le monde pouvait le faire. Et c'était ça l'intérêt d'essayer de se mettre à la place de nos politiques et essayer de voir comment les subventions pouvaient être attribuées. Et toi? Et moi, je voulais m'emparer de ce qui m'était proposé, à savoir une participation citoyenne. Parce que être citoyen, c'est pas seulement voter une fois tous les 5 ans et puis attendre que les choses se passent, mais bien participer à la vie publique. Je voulais être actrice de la vie politique en direct et la participation au jury citoyen en était un moment. Et comme disait Fabienne, j'ai participé à un grand moment démocratique. Mais donc du coup, là c'était la sélection du jury et pour les dossiers, comme ils l'ont dit juste avant, cette réserve-là, elle était pour, jusque-là, en grande majorité pour les collectivités territoriales. Les associations, jusque-là aussi, n'avaient pas vraiment l'accès à cette réserve parlementaire. Et le jury citoyen a fait que ce mode-là d'attribution rendait accessible les projets associatifs à cette subvention. Et le dossier était concret et finalement devait respecter un certain nombre de thèmes liés à l'environnement, l'éducation, l'animation de territoire, l'économie sociale et solidaire, et des thèmes défendus par Isabelle Attard, et devait correspondre à certaines valeurs, notamment de solidarité, de partage, d'égalité, de transparence et d'innovation. Donc le fonctionnement du jury citoyen, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, on avait 48 dossiers à examiner, ce qui n'est pas un mince travail. Donc on l'a fait dans un premier temps personnellement à la maison, on a étudié tous les dossiers et ensuite on a eu 3 réunions. On a regroupé on s'est regroupé toutes les 9 personnes et on a donc fait valoir nos arguments. Vraiment, chacun a pu s'exprimer et vraiment dans le respect de chacun, on a pu prendre des décisions collégiales avec la plus grande unanimité possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Isabelle Attard nous a fait entièrement confiance. Jamais elle n'est intervenue dans nos réunions ou dans nos décisions. Elle les a validées. Et voilà. Donc, nos décisions ont bien été validées. Un courrier a été adressé pour chacun des 48 dossiers afin de justifier nos décisions. C'est comme ça que ça s'est passé. Nous avons partagé un grand moment démocratique et expérimenter cette possibilité de prendre des décisions ensemble alors que nous ne nous connaissions pas quelques mois avant. Qu'est-ce qu'on a pu en ressortir de ce grand moment de jury citoyen? Alors là, je vais me faire porte-parole du jury où à la fin on a fait un peu une conclusion collective de cette expérience. Bon, déjà il y a quand même quelque chose de frustrant parce que sur les 48 dossiers que Marie-Thérèse expliquait, ça représentait une demande de 400 000 €. Donc malheureusement il fallait faire des choix. On ne pouvait pas attribuer la subvention à tout le monde, même si chacun avait fait l'effort de présenter son projet. Mais malgré tout, la démarche est tellement transparente et en plus ça nous montre la diversité des actions de notre territoire et le tissu associatif et les projets même de collectivités territoriales nous montrent qu'il y a plein de gens qui font plein de choses un petit peu partout et c'est très intéressant de voir tout ça. Et puis pour nous, pour ce qu'il en est de notre participation, d'avoir cette place en tant que citoyen et de concrétiser ces décisions
même politique. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, là, le projet, bien évidemment, sans doute que vous en avez entendu parler, est de supprimer cette réserve parlementaire. On espère tous que ce qui sera remplacé, ce fonds pour aider le territoire, gardera quand même l'attribution par un jury citoyen et que ça ne redeviendra pas une attribution obscure et centralisée on ne sait où. Ouais. On peut tous être citoyens et participer à la vie publique. Je vous invite donc à rejoindre le public. Merci de vos témoignages et de vos expériences. Et là où on voit que dans des actions associatives, dans des actions s'inscrire, enfin, candidater à un jury, participer, bah, c'est comme ça qu'on redonne le pouvoir aux citoyens et tous, chacun d'entre nous, à notre niveau, là où on vit, on peut faire de la politique, au sens noble du terme. Maintenant, la lumière va s'éteindre et on va regarder une petite vidéo. Ça y est, le paysage politique est en mutation. L'inconvénient pour ces législatives, c'est qu'on a beau suivre la chose de près, Macron a tellement embrouillé tout le monde qu'il devient très difficile de savoir qui soutient qui et qui est soutenu par qui. Prenons un exemple concret. Laurent Baumel, député PS sortant d'Indre-et-Loire, ancien frondeur. Alors, on peut voir sur le tract qu'il est toujours au PS, donc pas spécialement en marche, mais quand on lui pose la question... Et je pense que notre mission à nous, c'est d'interpeller les gens pour leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'être contre tout ce que va faire Emmanuel Macron, mais il s'agit d'être vigilant par rapport à cette composante de la politique d'Emmanuel Macron qui risque de faire mal aux couches populaires et moyennes. Oui, donc ça c'est bien vu, sauf qu'il ne sera pas non plus contre tout. Macron joue le flou, alors tout le monde se retrouve dans le brouillard, incapable de choisir quelle position tenir avant d'en savoir plus sur les projets du petit roi de l'Élysée. Résultat, l'électeur ne sait pas ce que va faire Macron, ne sait pas ce que va faire son député PS ou LR, tout va donc se jouer sur la personnalité. Et il y a une prime aux têtes connues. Isabelle Attard, vous connaissez, c'est des votes, des prises de position, des propositions de loi, des actes qui ont marqué ou moins ou plus ce mandat. Ceux pour qui un bon député, c'est un député qui tient tête, sont donc appelés à faire confiance à Isabelle Attard, même si elle n'a pas d'étiquette, elle a fait ses preuves. Laurent Baumel se vend, lui, sur son bilan, sa capacité à résister, même si là on ne sait pas trop à quoi il va résister et à quoi il va céder, mais il faut lui faire confiance, parce que lui, c'est un bon député. Voilà, un vrai député, même, c'est son slogan. Mais c'est quoi, un vrai député ? Voter Laurent Baumel, c'est choisir un véritable député de terrain. Être un député de terrain, c'est d'abord prendre le pouls de la vie quotidienne. Ben oui, l'important pour un député, c'est comme on dit, de bien labourer sa circonscription, d'aller causer avec les gens du cru. Et de mesurer leurs attentes, leurs difficultés et leurs aspirations. D'autant que l'art de vivre ligérien valorise plus que tout le rassemblement et les liens humains. Donc en gros, un bon député, c'est avant tout un bon gars, sympa et à l'écoute. Il y a un autre passage obligé pour tous ces candidats, c'est l'instant flatterie. Ma circo, c'est la meilleure, mes habitants sont formidables, les paysages sont magnifiques. Il y a un monde très rural avec des paysages naturels magnifiques autour des vignes, des cours d'eau. Et puis vous avez de magnifiques paysages, que ce soit Orsay, Gif, Verrières, Pièdre et d'autres. Si en plus on est capable de se lancer dans un tel name-dropping de patelin inconnu, c'est vraiment qu'on connaît bien son affaire, mais le flou entretenu par les candidats pour draguer l'électorat ne s'arrête pas là. Prenons-en un autre de candidat de la République En Marche, un moins médiatisé, un de la société civile, là, voilà, Dimitri Houbron, candidat dans le Douaisis. J'ai aussi noté votre fierté de vivre dans le Douaisis, parce que notre territoire occupe une place importante dans le pays. Je m'engage à toujours garantir son accessibilité. Alors là, c'est encore mieux, celui-là, il se fout carrément de la gueule du monde, parce que je peux avoir compris de travers, mais il me semble que tout ce qui est train, c'est plutôt de la compétence des régions, et qu'un député, c'est pas là pour dessiner la carte ferroviaire de sa circonscription. De manière générale, ils sont nombreux à entretenir sur les compétences du député un certain flou, là encore. On ne fera pas le Douaisis de demain sans faire place à une génération nouvelle, compétente, combative, entreprenante. Oui mais mec, tu vas pas être élu pour faire le Douaisis de demain, tu vas être élu pour faire la France de demain, parce que les législatives, c'est fait pour élire des députés à l'Assemblée nationale, qui vont voter des lois pour tout le territoire. Alors c'est sûr que de brosser les Douaisiens, les Douaisis, là, dans le sens du poil, en leur parlant de trucs à côté de chez eux, c'est plus vendeur que de dire qu'une fois à l'Assemblée, on va se contenter de voter les projets de loi du gouvernement sans broncher.
Ceci dit, il est vrai que les usages, les rituels auxquels se plient les députés entretiennent la confusion entre le rôle local et le rôle national de l'élu. Par exemple, localement, ils sont sollicités pour participer à des événements officiels. D'ailleurs, Laurent Baumel explique très bien la nature de ces interventions. Finalement, un député, il a une fonction symbolique. Et par sa présence, il apporte la reconnaissance de la nation. Et ça, c'est très intéressant. Sur le terrain, les députés se comportent bel et bien comme des petits barons, mais c'est juste symbolique. C'est le folklore. Parce qu'à part leur enveloppe parlementaire qu'ils peuvent utiliser pour financer des projets locaux de manière tout à fait arbitraire, coutume qui serait peut-être d'ailleurs temps d'interroger, mais bref, à part cette enveloppe, ce n'est pas le député qui gère sa circonscription. Tout ce qu'il peut faire, c'est être vaguement à l'écoute des gens qu'il a décidé d'écouter. Mais au final, il est là pour voter et amender les lois avec ses petits copains de la même couleur que lui. C'est ça, son boulot de député. D'ailleurs, amender avec les ordonnances, ça va pas être possible. De toute façon, les députés de Macron sont pas là pour financer, ils sont là pour que le projet file droit. Et là, il faut bien admettre que qu'elle ait des petits notables de la société civile plutôt que des requins de politique, ça arrange bien le président. Je prétends pas être un politique de long cours avec une très grande expérience. C'est pour ça que vous avez été choisi en même temps. Et on a besoin, je crois, de renouveler, on a besoin aussi de moins de calculs, comme vous disiez. Ah bah ça c'est sûr, ils vont rien calculer parce que théoriquement, contrairement aux politiques de métier, ils sont pas censés profiter de cette exposition à l'Assemblée pour construire leur carrière politique. Surtout pas en s'opposant à leur propre camp, comme ont su le faire Isabelle Attard ou Laurent Baumel. C'est pratique de nommer des gens de la société civile. Ils vous doivent tout, ils sont pas là pour accumuler du capital politique, non, ils sont là pour suivre la feuille de route du projet sans faire de l'ombre aux professionnels en place. Macron a suffisamment dépolitisé la politique pour qu'il y ait de fortes chances que ces spécialistes ne s'expriment guère que sur leur domaine de compétences particulier, comme si la politique générale n'était qu'une somme de décisions techniques mises bout à bout. Sur les ordonnances comme sur le reste, Macron attend des députés dociles et donc un parlement impuissant face aux prérogatives de l'exécutif. Au moins, dans le flou, dans cette purée de poids généralisée, ceux qui choisiront comme élu un petit soldat de Macron savent qu'ils auront un petit soldat de Macron. Et finalement, paradoxalement, c'est en dehors des vieux partis qu'on risque de trouver le plus de discipline de parti. Alors, quand la lumière se rallume et que la démocratie parlementaire menace de s'éteindre, d'où l'importance d'élire une députée éclairée, une force de proposition, une lanceuse d'alerte. Vous avez bien compris le message? Oui. Hein? Donc dimanche, ça va être... Pour l'instant, je vais vous inviter à partir en voyage sur un archipel. Alors, pas au bout du monde, hein, on n'a pas les moyens, mais via le logiciel Skype, si la technique est au rendez-vous, je crois que ça a été testé à plusieurs reprises. Et on va partir à la rencontre de 2 candidats aux élections législatives qui pourraient former le futur archipel de députés citoyens cher à Isabelle. Alors, ceux-là, ils émanent de la société civile, hein, et on espère bien qu'ils ne seront pas godillots à l'arrivée, quoi. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas être physiquement présents avec nous parce que, évidemment, on arrive dans la dernière ligne droite et puis ils sont à fond dans leur campagne. Le premier, est-il prêt ? Oui, il est prêt. Alors, le premier s'appelle Xavier Hervaux. Il travaille dans la production et la réalisation audiovisuelle, alors ça serait quand même dommage que ça ne fonctionne pas. Hein. Et il est candidat pour la relève citoyenne. Alors, il a une chance, hein. Il est dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Ça ne vous dit pas grand-chose comme ça. Mais c'est Clichy-le-Valois. Vous savez, la circonscription de Patrick Balkany? À vous, Xavier Hervaux. Bonsoir à tous. J'aurais aimé être présent parmi vous, mais effectivement, bonsoir Isabelle, et effectivement, comme ça a été dit, je fais campagne également. Et donc, dans une circo où le député sortant, vous l'avez entendu, est un certain Patrick Balkany. La situation est assez cocasse d'ailleurs, parce qu'il soutient un poulain qui n'est pas investi par les Républicains. Donc il y a 2 candidats républicains qui se présentent ici. Donc ils font une guerre assez sale même. Ça ne rehausse pas vraiment le niveau de démocratie et de débat sur la circonscription. Bref, moi je suis très heureux d'être parmi vous, même si ça n'est que virtuellement finalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis effectivement un des cofondateurs de la relève citoyenne également, et qui est vraiment une plateforme pour accompagner des candidatures citoyennes sur différents scrutins. Et on a également
beaucoup travaillé à la co-construction de la Caisse claire, hein, ce fameux regroupement d'une dizaine de mouvements citoyens. Et nous sommes très heureux qu'Isabelle fasse partie donc, de cet archipel citoyen qui se dessine et qui se construit jour après jour. Parce qu'en fait, pour nous, Isabelle incarne le combat même de ces mouvements citoyens, c'est-à-dire ce besoin de renouveau démocratique, à la fois renouveau dans le personnel politique, mais également du coup dans la pratique politique. C'est vraiment ce sur quoi nos différents mouvements citoyens s'entendent, vraiment un socle commun d'envie de faire évoluer dans un bon sens les pratiques politiques. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je suis très heureux et je suis aussi vraiment, moi à titre personnel, je suis Isabelle avec attention et sa pratique de députée depuis quelques années maintenant, parce que voilà, ce sont des combats qui pour moi, tant sur le fond que sur la forme, j'ai envie de dire, parce que sur le fond, j'admire et je partage ces convictions, mais sur la forme, encore une fois, sur la pratique de la politique et de la démocratie participative, que ce soit à travers la transparence, la démocratie participative, les fameux jurys citoyens, il y a beaucoup d'innovation dans la manière de pratiquer. Et donc voilà, donc je pense que ça ne fait que du bien à la chose publique et de rendre accessible ainsi aux citoyens le métier de député, l'action qu'Isabelle a pu faire ces dernières années. Voilà, c'est en ça que j'ai dit oui, j'ai dit j'admire. C'est pas de la flagornerie ou de la flatterie, mais c'est que je trouve que c'est suffisamment rare qu'on puisse dire ça d'un de nos députés qu'il faut le signaler. Voilà, et que j'aimerais que ça soit plus souvent le cas et qu'on en ait beaucoup plus à admirer. J'espère que tous les mouvements citoyens continueront à suivre des exemples comme celui d'Isabelle et d'autres candidatures citoyennes qui émergent et qui vont peut-être mûrir à l'occasion de cette élection, mais également peut-être dans les prochains scrutins. Voilà, en tout cas j'espère que je souhaite une belle fin de campagne à tous ceux qui sont présents, Isabelle en particulier, et puis je suis à votre disposition s'il y a des questions, vous pourrez me contacter par la suite si vous le souhaitez. C'est sûr qu'entre les pratiques de Levallois-Perret et le jury citoyen pour la réserve parlementaire, il y a quand même une marche. Hein. Voilà, concrète à monter. Voilà. Alors, on en connaît une autre qui œuvre beaucoup pour les candidatures citoyennes, un mot qu'on utilise quand même beaucoup, un petit peu à toutes les sauces, mais qui prend ici toute sa profondeur et toute sa signification avec Isabelle, et puis également avec Charlotte Marchandise. Alors, vous avez peut-être déjà entendu son drôle de nom. Elle est consultante formatrice de métier et elle est aussi adjointe au maire de la ville de Rennes, déléguée à la santé. Elle a été candidate à la primaire.org. C'était une initiative donc via Internet qui a permis de choisir entre des candidatures citoyennes celle qui se présenterait à l'élection présidentielle et c'est donc elle qui a été qualifiée. Elle se présente aujourd'hui aux élections législatives sur la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, hein, donc à Rennes. Et puis ceux qui étaient présents au banquet républicain d'Isabelle le 14 mai au château de Barbeville ont déjà eu l'occasion de la rencontrer. Donc bonjour Charlotte. Bonjour, alors je vous entends de très loin, je ne vous vois pas, mais si vous m'entendez, vous me voyez, ça devrait aller. Voilà, alors je vais parler fort, tu as la parole. D'accord, bonjour à tous. J'ai entendu de très loin l'introduction, mais en tout cas, effectivement, je suis très contente d'être un peu avec vous ce soir et pour soutenir la candidature d'Isabelle, parce que Isabelle est quand même une des personnes qui m'a donné envie de faire de la politique. Alors pendant 20 ans, je suis plutôt restée en dehors, et m'a donné envie de faire de la politique en tant que femme, en tant que militante, en tant que alors rebelle peut-être, en tout cas en tant que, alors insoumis on peut plus l'utiliser, en tant qu'indépendante, en tant que députée libre, et c'est vraiment un des pas, une des forces qui me pousse sur une autre façon de la politique.
Je crois, on en a beaucoup parlé dans la réunion d'hier et j'ai eu pas mal de retours aujourd'hui des gens qui étaient présents quand Isabelle est venue nous soutenir à Rennes. C'était important sur cet espoir que cette nouvelle forme de politique porte, cet espoir de faire de la politique positive, faire de la politique en souriant et pour autant ne rien lâcher, pour autant ne faire aucune position sur les valeurs qui sont les autres. Et je crois que c'est vraiment ce qu'amène la candidature d'Isabelle. Alors je ne sais pas si vous voulez que je parle ou si vous aviez des questions. Je parle, ça marche. La force de l'archipel citoyen sur lequel nous sommes, je crois que c'était Nathalie juste avant, c'est une force qui s'inscrit dans le long terme. Et c'est ça qui était important aussi de rappeler aujourd'hui. On a des retours de partout en France, des comités qui nous ont soutenus sur la campagne présidentielle à la primaire.org, des gens qui pour beaucoup sont impliqués pour la première fois en politique. Parce que pour la première fois, on n'arrivait pas en disant je sais tout, voilà, j'ai fait un programme pour la suivez-moi, ici. C'était de dire, je suis candidate, mais je suis candidate à faciliter, à vous écouter, à porter le mouvement de la société civile construise l'année, à porter votre parole et la pertinence que chacun sait, explicite de sa propre. C'est ça, se crée dans nos mouvements citoyens, c'est de dire que la démocratie, elle doit être, elle doit et avec les personnes qui sont directement concernées. On ne doit plus prendre des décisions sans faire attention aux personnes qui suivent ces décisions. On ne doit pas parler de RSA sans avoir le temps d'interroger les gens qui sont bénéficiaires du RSA. On ne doit pas parler d'agriculture sans avoir parlé avec des agriculteurs, mais pas de grands producteurs, avec les paysans, avec les maraîchers, avec ceux qui vivent au quotidien dans leur chair, si j'ose dire. Cet espoir de faire un groupe parlementaire, c'est de nous donner de la force pour porter cet espoir partout en 2020, au moment des municipales. C'est porter cet espoir sans cette ville, sans mouvement. Il y a plein d'initiatives. On ne fera pas les mêmes décisions, on n'aura pas la même façon d'écouter. En revanche, on s'engage les unes et les autres, les uns et les autres, à se conseiller, à être des garde-fous les uns pour les autres, à dire tiens, mais tu sais ça, moi, je l'ai déjà vécu et voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai trouvé comme solution. À aller d'une circonscription à l'autre, y compris avec des habitants, pour regarder ce qu'on met en place. Et cet espoir-là, c'est de enfin tisser des liens, tisser de la connexion, c'est de la force, sans avoir besoin de centraliser. Et je crois que c'est vraiment en train de se passer. Voilà, il y en a de 15 citoyens au Parlement, et dont Isabelle sera, sans être Hubert d'éditeur, sera quand même celle qui a l'expérience, qui pourra nous donner plein de conseils et nous porter par son enthousiasme, par sa vérité et par son éthique systématique envers et contre toutes les missions. Merci Charlotte. Alors, je vous avais invité au voyage, vous avez vu, il y a eu quelques turbulences, mais bon, on est quand même arrivé, on a quand même atterri correctement. Pour vous préciser, elle a parlé tout à l'heure de Nathalie. Alors Nathalie, c'est Nathalie Perrin-Gilbert, en fait, qui est maire du 1er arrondissement de Lyon, qui est également candidate citoyenne dans le Rhône et qui devait intervenir ce soir, mais malheureusement au dernier moment, il y a eu une turbulence un peu plus importante et ça n'a pas pu se faire. Voilà. Moi je dirais que il y a juste une petite chose, là, Charlotte a dit qu'il y a des adjectifs qu'on ne peut pas utiliser. Là, moi je pense qu'on peut tous les utiliser. Et puis que s'il y a bien une personne qui est insoumise, moi j'en connais bien une, et elle s'appelle Isabelle Attard. Elle n'est pas toute seule, mais elle en fait partie. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux choses, on va rentrer dans le dur là, on va passer aux choses sérieuses, on va donner la parole aux candidats eux-mêmes. Et on va commencer par le suppléant. Alors, vous le connaissez peut-être pas encore tous, hein.
Il aime les abeilles, le water-polo, le bricolage. Il est jeune, beau, intelligent, et il n'a pas résisté au pouvoir de séduction d'Isabelle Attard, dont il a accepté d'être suppléant pour ces élections législatives. Élu municipal à Isigny-sur-Mer, je vous présente Guillaume Gastebois. Merci pour l'intro. Waterpolo oblige. Alors moi, je suis déjà très content de vous voir si nombreux ce soir. Et je voulais un petit peu partager avec vous les raisons qui ont fait que je me suis engagé aux côtés d'Isabelle. Parce que quand elle m'a demandé de devenir son suppléant, ma première réaction était d'être vraiment très très étonné. Je ne m'étais jamais posé la question de devenir suppléant d'un député. Pour moi, le député, c'était un surhomme qui fait 12 mandats, qui a 3 mandats en même temps. Et ce n'était absolument pas un citoyen lambda comme je peux l'être. Et pourtant, je suis le premier depuis des années à dire qu'on doit renouveler la classe politique. On ne doit pas faire plus de, pour moi, 2 mandats consécutifs, parce qu'on finit par perdre un peu pied avec la réalité, je pense, au bout d'un moment. Alors, au sein du comité de soutien, il y a une personne que, par discrétion, je nommerai Rémi T. Voilà, je pense qu'il se reconnaîtra. Qu'Isabelle surnomme le monsieur Jourdain de la politique. Parce qu'en fait, à l'instar du personnage de Molière, malgré qu'il s'en défende, il fait toujours de la politique quand il parle. Et je crois que c'est le propre d'un peu tout le monde. On fait tous de la politique parce que tous nos actes sont politiques. La façon dont on s'habille, les décisions qu'on prend dans la vie, notre façon de consommer, tout ça, ce sont des actes politiques. Alors finalement, comme disait Charlotte tout à l'heure, quoi de mieux que des citoyens eux-mêmes pour décider de leur destinée, de leur vie. Alors, faire de la politique, pas de n'importe quelle façon. On a eu la chance pendant la campagne de rencontrer, lors d'une réunion homo-éditrice sur l'agriculture, René Louaille. C'est quelqu'un qui m'a bluffé, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que lui, il était très très heureux que dans la salle, il y ait des gens qui ne soient pas du même avis que lui. Parce que finalement, quand on a une salle qui est complètement conquise, c'est très simple d'aller un peu plus loin que ce qu'on aurait voulu, et c'est simple de se fourvoyer dans une voie qui n'est pas la bonne. Alors que finalement, quand on a un peu de contestation, quand on a des gens pour apporter un point de vue différent, on arrive finalement à une synthèse, à une politique qui est bien plus englobante, bien plus inclusive que celle qu'on voulait au départ, parce que tout simplement on tient compte de la vie de beaucoup plus de personnes. C'était un point positif de cette campagne, c'est qu'elle a permis de rassembler vraiment des gens d'horizons différents, avec chacun leurs aspirations, leurs envies, et au final je pense qu'Isabelle saura vraiment faire la synthèse de tout ça, et porter notre voix. Alors, finalement, s'engager auprès de quelqu'un, une fois qu'on s'est dit qu'on était légitime, ça ne suffit pas. Il faut aussi être en accord avec les idées. Alors moi je vais prendre un exemple qui me tient à cœur. On parle beaucoup aujourd'hui de politique de flexi-sécurité. Pour moi ça c'est une double mise en compétition. En fait on a une compétition entre les États, en fait c'est pas the winner takes all, comme dirait Abba, c'est celui qui est le moins disant gagne. Ouais, ok. C'est pas ma façon de voir les choses. Et double compétition parce qu'on met aussi en compétition les gens entre eux. Parce que finalement, on aura des entreprises qui seront moins disantes sociales. Donc ceux qui auront les bons niveaux d'études, qui auront une capacité à se vendre, pourront avoir des postes agréables, s'épanouir dans le travail, et puis les autres prendront le reste. Est-ce que c'est ça qu'on veut finalement? Moi je suis persuadé qu'une politique doit être plutôt une politique bienveillante et où chacun peut s'épanouir. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est prendre en compte les aspirations de chacun. Parce que finalement, même des gens qui ne sont pas du même avis que vous, ou que moi,
ne se trompent pas forcément sur la politique qu'ils veulent mener, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations que nous, et on doit en tenir compte pour que chacun puisse s'épanouir. Alors, ce genre de politique, on nous la propose en nous disant, finalement, on n'a pas le droit, on n'a pas le choix, parce que la situation est telle qu'on est obligé économiquement, au nom du réalisme économique, d'aller dans cette voie. Alors je pense que si on disait ça aux gens qui se sont engagés en 1936 ou plus récemment au Conseil national de la résistance, ça les ferait bien marrer quand même, de se dire oui, on n'a pas le choix économiquement. Je pense que la France à l'époque était dans un état économique bien pire qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est juste une question de choix. Est-ce qu'on décide que l'économie doit prendre le pas ou est-ce que l'humain et l'homme doivent s'épanouir? Voilà, choisissez. Moi j'ai choisi, je me suis engagé auprès d'Isabelle. Bravo, tu t'es pas gourée Isabelle là. Et en plus il y a un truc que je savais pas. Ils vont bien ensemble les deux. Ils sont fans d'Abba, tous les deux. Bon, alors, avant d'écouter Madame la députée, ici sur la 5e circonscription du Calvados, moi je mesure la chance que j'ai de pouvoir voter pour une femme en qui j'ai confiance, qui est une députée exemplaire depuis 2012. Selon les classements objectifs, preuve à la pluie, c'est une des députées les plus assidues à l'Assemblée nationale et aussi la plus influente de Normandie. Fidèle à ses engagements, intègre, courageuse, libre, innovante, ancrée dans l'intérêt général. Et en plus, c'est mon amie. Et si vous savez comme j'en suis fière, Mesdames, Messieurs, Isabelle Attard. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui. Bon, c'est déjà ça. Est-ce que vous vous souvenez comment vous vous sentiez il y a 5 ans au lendemain des élections législatives? Moi, je vais vous dire comment je me sentais à ce moment-là, lorsque j'ai été élue députée il y a 5 ans. J'ai été élue au sein du premier groupe écologiste de l'histoire de l'Assemblée nationale. Et ça, franchement, j'en étais extrêmement fière. Ce jour-là, pour aller même plus loin, je me sentais plutôt comme ça. Et vraiment comme ça. Super députée dotée de super pouvoirs. Je me disais, c'est formidable. Je vais pouvoir faire des belles choses au sein de cette majorité. J'étais pleine d'optimisme, ultra motivée, enthousiaste. Alors, même si j'étais pas dupe, je savais que François Hollande, il n'était pas super à gauche et que François Hollande, il n'était pas non plus franchement écologiste. Mais ça a plutôt bien commencé. Avec mes camarades écologistes, on savait qu'on allait jouer très probablement le rôle de poil à gratter pour infléchir la politique de cette majorité, pour qu'elle prenne plus en compte les questions environnementales qui nous étaient chères. Cette photo, par exemple, a été prise le 16 novembre 2012 à Notre-Dame-des-Landes. Effectivement, des jours comme celui-là, on se dit les élus écologistes, ça sert à quelque chose. Et j'étais très fière de porter l'écharpe tricolore aux côtés de mes compagnons de route. Puis, en allant un peu plus dans le temps, nous sommes le 23 avril 2013, le jour de l'adoption définitive du projet de loi ouvrant le mariage pour tous. Je me souviens très très bien. Ce jour-là, effectivement, j'avais des frissons sur les avant-bras parce que nous venions de voter ce texte extrêmement important. J'avais vraiment le sentiment d'avoir participé à un événement historique et cela malgré des semaines et des semaines de débats nauséabonds dans l'hémicycle. Mais je savais qu'effectivement, on avait tous collectivement réussi à faire avancer notre société dans le bon sens. Mais arrive l'automne. Je vais vite dans le temps.
9 septembre 2013, je participe à l'une des nombreuses manifestations contre le projet de loi censé garantir l'avenir et la justice du système de retraite. Donc j'en ai fait un grand nombre de manifestations contre ce projet de loi, rencontré beaucoup de gens, beaucoup étaient mobilisés et l'ont fait savoir dans la rue. Et heureusement, voyant la forte mobilisation des citoyens et des nombreux élus pendant plusieurs mois, le gouvernement a décidé de retirer son projet de loi et a lancé une grande concertation. Il a mis en place des conventions de citoyens pour étudier et réécrire le texte. Et cela a permis, au bout de plusieurs mois d'un débat passionnant, d'aboutir à une réforme sensée et respectueuse de tous, basée sur l'intelligence collective. Bon, en fait, non. En fait, non. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, vous le savez, vous le savez. En fait, ce projet de loi rétrograde du gouvernement a été adopté malgré l'opposition de la rue, et cette réforme n'était évidemment pas au programme de François Hollande. Et moi, voyant qu'Europe Écologie Les Verts, malgré cela, s'obstinait à garder ses ministres au gouvernement et à poursuivre dans la ligne de la majorité socialiste, j'ai décidé de quitter mon parti pour aider à en créer un nouveau. Ce fut, à ce moment-là, mon premier acte fort d'opposition à la politique menée par François Hollande, et pour ceux qui suivent, ce n'était qu'un début. Je vous rappelle, on est en septembre 2013. Donc voici quelques exemples emblématiques. 10 juillet 2015, adoption définitive de la loi Macron à coup d'article 49.3. Alors franchement, en juin 2012, je n'ai pas été élue pour qu'on contourne le Parlement de cette façon. Et j'ai donc voté, en mon âme et conscience, une motion de censure du gouvernement Valls. Je vous rappelle juste pour information que c'est cette loi qui a mis en concurrence la SNCF, entre autres, avec de nombreuses sociétés de transport, et que nous avons abouti finalement à ubériser les transports en commun. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, les sous-traitants de la SNCF exploitent leurs salariés, les sous-payent. Les conséquences sont claires et sans appel. Liquidation d'entreprises, chômeurs supplémentaires et situation hyper précaire. Et aujourd'hui, grâce à cette loi, il est plus difficile pour les salariés de saisir les prud'hommes. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Je passe dans le temps, 24 juillet 2015, la loi renseignement est votée. Convaincue, et je le suis toujours, que c'est une grave atteinte à nos libertés, je l'ai combattue de toutes mes forces dans l'hémicycle. Je m'y suis opposée pendant de longues heures de débat, et je me suis fait un nouvel ami, Bernard Cazeneuve. Bernard, si tu m'entends. Il entend tout. 4 décembre 2015, abandon définitif du projet du grand barrage de Sivins. Gâchis monumental. Après 4 ans de lutte et de manifestation, et la mort de Rémi Fraisse, qui aurait pu être évitée, n'en déplaise à Bernard Cazeneuve. Je rappelle juste pour information que l'idée de ce grand projet, de ce grand barrage, date de 1989. Notre-Dame-des-Landes date de 1963. Ces projets datent d'une autre époque, d'un autre temps. Je suis pour, en ce qui me concerne, pour des projets vraiment innovants, vraiment respectueux de notre environnement, et je sais que c'est possible. Nous avons d'autres exemples de grands projets inutiles à côté de chez nous, pas besoin d'aller très très loin. À quelques dizaines de kilomètres, nous avons l'EPR de Flamanville, dont le budget a été multiplié par 3 depuis le début, pour atteindre aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros. Ce chantier, pour information également, a déjà pris 6 ans de retard. Je vois qu'on s'obstine vraiment, mais à quoi bon? Je ne sais pas s'il n'y a que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre japonais, qui ait tiré des leçons de Fukushima, mais je pense que nous devrions aussi tirer des leçons de cette catastrophe et des précédentes. Autre exemple, la construction d'Inter Ikea à Fleury-sur-Orne, alors là on est tout près, ou alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le groupe Auchan prépare un projet démentiel qui s'appelle Europa City à côté de Roissy, le plus grand centre
commercial et de loisirs que vous avez jamais vu. Comme quoi, on doit être vraiment très riche en France puisque nous avons besoin de nouveaux centres commerciaux. Je propose que nous arrêtions tout simplement cette course effrénée à la construction de nouvelles zones commerciales au détriment, tout d'abord, des zones et des terres agricoles. Autre avancée dans le temps, pour se rapprocher de nous aujourd'hui, 21 juillet 2016. Nouveau recours à l'article 49.3, cette fois pour faire passer la loi travail, inspirée de M. Macron également. Sur cette photo, je suis avec quelqu'un qui m'est cher, Philippe Noguès, député du Morbihan, aujourd'hui ancien socialiste et qui n'a plus de parti comme moi. Nous avons été effectivement des millions à manifester contre la loi travail, à signer une pétition, plus d'1 million de signataires, à nous rendre certains soirs place de la République pour débattre, et plus intéressant encore, pour repenser notre démocratie. Mais le gouvernement a réussi à épuiser, on va dire, les ressources physiques des manifestants et à contourner l'Assemblée nationale, encore une fois, avec ce fameux 49.3, très utilisé pendant ce mandat. La loi est passée et nous en avons déjà les conséquences désastreuses. Mais bon, je n'ai pas été que dans l'opposition. Au départ, ça commençait bien, la rétrospective, mais après, c'est vrai que j'ai souvent dit non. Mais j'ai aussi proposé. Proposé parce que face à la loi travail, j'ai déposé avec une vingtaine d'autres députés de tout groupe parlementaire confondu, hormis Républicains, une contre-proposition de loi pour protéger et équilibrer le temps de travail. Parce que oui, c'est possible d'alléger le code du travail tout en protégeant les salariés et tout en modernisant notre façon de travailler. Il faut juste s'en donner un petit peu les moyens. Ce texte, finalement, cette proposition de loi, elle est issue des recherches d'un groupe de travail, le GRPACT, composé de chercheurs, d'universitaires spécialistes en droit du travail. Et c'est complètement l'opposé de la loi El Khomri. Sauf qu'elle est là. Cette proposition de loi, elle est sur la table, elle est rédigée, elle est disponible. Et je peux vous assurer que lorsque je serai élue à nouveau, je la déposerai à nouveau. En tout cas, j'essaierai de la mettre en débat pour que nous puissions avancer sur le sujet et montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de moderniser le code du travail en rétrogradant. Ne nous faisons pas d'illusions, Emmanuel Macron et son Premier ministre, les Républicains, ne s'arrêteront pas là. Il suffit de regarder l'actualité et ce fameux document de travail de Matignon, rédigé avant le 17 mai, mais document de travail de Matignon quand même, qui a fuité dans la presse cette semaine. Regardez ce qu'il y a dedans, je vous encourage à le faire, et regardez ce qui se prépare. Tout se négociera au sein de l'entreprise. Contrat de travail, motif de licenciement, nombre de renouvellements de CDD. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on désire tous, finalement, créer autant de codes de travail qu'il existe d'entreprises dans notre pays? Et est-ce que les droits des salariés doivent finalement dépendre du degré d'humanisme du patron? Ce projet de loi sera étudié apparemment dès le mois de juillet par les députés et je l'espère par moi aussi. Mais que se passera-t-il si Emmanuel Macron parvient à obtenir une large majorité de députés Godillot à l'Assemblée nationale? Ce petit film que nous avons regardé précédemment était extrêmement éclairant sur le sujet, avec une opposition si minoritaire qu'elle n'aura aucun moyen de contrer ces réformes qui s'annoncent désastreuses. Et pour mieux comprendre finalement les enjeux qui sont devant nous, il suffit de regarder du concret. Et le concret, c'est ce qui s'est passé à quelques kilomètres de notre pays, en Italie. Parce que la loi travail italienne a servi d'inspiration pour la nôtre. Et donc, nous avons un recul, puisqu'elle a été votée il y a 5 ans maintenant. Le bilan est catastrophique, et je vous encourage à regarder le monde diplomatique de plus près. Plus de 40% des jeunes au chômage, CDI. Alors, le CDI italien s'appelle à protection croissante, ce qui signifie que les CDI peuvent être arrêtés n'importe quand, pendant les 3 premières années, sans motif. Passionnant. Il propose également, ce projet de loi italien proposait également des réglementations de l'usage des CDD,
augmentation galopante de la précarité des salariés, c'est le résultat de cette loi. C'est du concret, ce sont nos voisins. Et c'est effectivement ce qui nous attend si nous leur laissons le champ libre. Enfin, pour finir cette rétrospective d'un mandat, vraiment rapide comme rétrospective, pendant de longs mois, pendant la COP 21, nous étions en décembre 2015, il y a eu, pendant les manifestations contre la loi El Khomri, le mouvement Nuit debout, effectivement, les manifestations contre la COP 21, j'ai dénoncé avec force le détournement de l'état d'urgence et les violences policières qui ont suivi, utilisées uniquement pour casser les mouvements sociaux et les manifestations écologistes. C'est d'actualité, l'état d'urgence est censé passer dans la loi. Alors, résultat des courses, on se retrouve avec un quinquennat qui a profondément déçu les électeurs. Alors, ils avaient de grandes attentes, j'avoue que moi aussi, peut-être vous aussi. On en voit les conséquences aujourd'hui avec le résultat de la présidentielle, avec le score de Marine Le Pen au second tour, et un président actuel qui brouille les cartes en piochant à gauche, à droite et surtout à droite. Et moi je me retrouve, comme aime à le rappeler François Ruffin, directeur de Fakir et candidat à Amiens, je me retrouve avec l'étiquette SPDT, ça veut dire sans parti du tout. Alors on peut se poser deux questions. La première, c'est comment en est-on arrivé là? La deuxième, comment en suis-je arrivé là? Alors on va commencer par la deuxième question, parce qu'on me taxe souvent de girouette. Je suis sûre que ça, vous l'avez entendu au moins une fois dans la campagne, Isabelle Attard, girouette. Alors revenons sur la définition précise, parce que j'aime bien quand c'est précis, de la girouette. Alors c'est un nom féminin, instrument muni d'une flèche, mobile sur un pivot, placé au sommet d'un édifice pour indiquer la direction du vent. Alors d'accord, ensuite, c'est aussi une personne changeante, inconstante, versatile, dans ses opinions ou ses avis, une girouette politique. Avec des définitions comme ça, on est tranquille. Est-ce que c'est moi? En fait, je crois pas. Mais ça serait peut-être plutôt le genre d'un candidat qui aurait, je mets ça au conditionnel parce que des fois j'ai des doutes, qui aurait déclaré « Mon adversaire, c'est le monde de la finance ». Et puis, qui, une fois élu à la plus haute des fonctions, ne ferait pas grand-chose contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, la séparation des banques de dépôt et d'affaires, et j'en passe. Et très sincèrement, toute ressemblance avec une personne ayant réellement existé est voulue. Donc, pour ma part, n'en déplaise à certains, je n'ai jamais dévié. J'ai respecté pied à pied les engagements pris devant vous en 2012. Et justement, c'est là que ça devient intéressant, pour pouvoir les respecter, tenir bon, j'ai quitté Europe Écologie Les Verts pour rejoindre No Vilden, puis, face à l'échec de cette tentative de créer un parti différent, pourtant sur de bonnes bases, j'ai tout simplement quitté définitivement les partis politiques. Donc pour moi, c'est pas ça, être une girouette. Au contraire, j'ai résisté le plus possible au vent, gardé le cap. Je n'ai pas renié mes idées et je n'ai pas retourné ma veste. J'ai essayé, par contre, j'ai vraiment essayé de trouver des solutions pour pouvoir continuer à défendre coûte que coûte les idées et les valeurs pour lesquelles vous m'avez élu. Bon, assez parlé de moi, parce que la véritable question, c'était comment on en est arrivé là, à un tel quinquennat et à la situation politique actuelle. Alors donc, je vais vous donner quelques indices. Corruption, clientélisme institutionnalisé, dysfonctionnement des institutions, mauvaise représentativité du peuple par les élus, ça ne va pas s'améliorer, influence démesurée des lobbies, détournement de l'argent public. On est vraiment dans l'actualité, hein, vraiment.
Le nombre d'affaires pendant ces 5 dernières années est effarant. Je ne vais citer que les principaux que tout le monde a bien en tête. Jérôme Cahuzac, Thomas Thévenoud, François Fillon, Bruno Leroux, il y en a pour tous les genres, et j'en passe. Je pense avoir, pendant 5 ans, dénoncé, à ma modeste échelle de député nouvellement élu, député de province, hein, comme on dit souvent à Paris, dénoncé, mais toujours en prenant ma part, ces dérives de notre système politique. En demandant depuis plus de 4 ans, et ça a été rappelé par les personnes qui sont montées ici sur l'estrade tout à l'heure, en demandant la suppression de la réserve parlementaire, en mettant en place le juré citoyen tiré au sort, en envoyant mes relevés de compte, les indemnités de frais de représentation, alors indemnités plus couramment appelées IRFM, mes frais de mission, quoi, en gros. J'ai envoyé tous mes relevés de compte à l'association pour une démocratie ouverte, et je suis la seule à l'avoir fait. C'est-à-dire qu'en fait, hein, j'ai envoyé mes relevés bancaires. Hein. C'est de l'argent public, c'est votre argent, donc c'est normal que vous y ayez accès. Et puis, j'ai essayé avec mes maigres moyens de m'y opposer aussi, en votant des motions de censure à chaque utilisation du 49.3. Mais voilà, l'actualité nous rejoint toujours. Rebelote avec Richard Ferrand. Rebelote. Alors je ne sais pas si Richard Ferrand démissionnera bientôt ou pas. Ce que je sais simplement, c'est que le détournement d'argent public est condamné dans notre pays. Et j'espère que ce qui se passe aujourd'hui fera réfléchir tous les Français. Alors on parle de moralisation de la vie publique, c'était le nom du prochain projet de loi qui devrait être étudié dès le mois de juillet dans l'hémicycle et qui est en travaux, en débat dès maintenant, avec des choses positives hein, dedans. Des choses pour lesquelles je me suis battue pendant 5 ans, donc c'est pas le moment de faire la fine bouche. Hein. Suppression de la réserve parlementaire, mais surtout contrôle de ces indemnités de frais de mandat, remplacées par des remboursements de notes de frais. Je précise que tous ceux qui connaissent les frais de mission et notes de frais, ça fonctionne comme ça, vous fournissez un justificatif. Mais à l'Assemblée, on ne fournit pas de justificatif. On est différents. Il faut nous faire confiance. Et si je m'achète une télé chez Darty à 5 000 €, il faut me faire confiance aussi. Donc, effectivement, il y aura des bonnes choses dans ce texte, normalement. Il manque aussi des choses. Il n'y a rien sur l'influence des lobbies, qui pour moi est une catastrophe dans mon travail de tous les jours. Et je peux vous assurer que depuis 5 ans, je vois les conséquences de l'influence des lobbies sur les textes de loi et sur le comportement même des députés à l'intérieur de l'hémicycle, comportement qui n'aurait jamais dû exister. Mais bon, cette loi-là, je la voterai sûrement, en y mettant quand même mon grain de sel, hein, vous me connaissez quand même un petit peu, pour l'améliorer, pour faire des propositions, notamment, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, Rémi T, pour les intimes, Rémi qui parlait de ce fonds, finalement, qui remplacerait la réserve parlementaire. Oui, j'espère, effectivement, comme il l'a dit, qu'elle pourra être gérée directement par des commissions de citoyens. Pourquoi pas de citoyens tirés au sort, mais oulala, j'ose quand même pas aller trop loin dans les propositions. Si les lois vont dans le sens de l'intérêt général, évidemment que je les voterai. Évidemment. C'est ça, la force d'une députée indépendante. Je n'obéirai pas à un parti qui me dirait aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autrement. Je voterai en fonction de l'intérêt général, en suivant les valeurs et le projet pour lequel j'aurais été réélue. Bon, j'avoue qu'à part le projet de loi moralisation de la vie publique, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres que je voterai, si M. Macron applique la totalité de son programme, mais il faut toujours se laisser une porte ouverte. On verra bien, mais j'ai peur que ça risque de ne pas se reproduire très souvent. Alors maintenant, après ce constat, il y a quand même des choses à faire. Et il y a tellement de choses à faire que dans toute la France, il y a des gens qui se bougent. Vous avez vu tout à l'heure Xavier Hervaux qui est intervenu, il est sur une circonscription quand même pas simple, emblématique, celle de Patrick Balkany, le plus corrompu de tous les corrompus, mais qui est quand même resté très longtemps à l'Assemblée, preuve que ce n'était pas forcément un critère. Et en France, des collectifs se bougent
pour faire bouger justement ces pratiques démocratiques. Vous en avez un échantillon derrière moi. Des expériences aussi. Ce sont des gens qui essayent de faire bouger de la même façon. On a essayé de développer cette prise de contact avec la démocratie, d'expérimentation avec le jury citoyen. Eux, de leur côté, essayent de faire quelque chose, comme Ma Voix, la primaire.org, d'où est issue Charlotte Marchandise pour la présidentielle, ou bien tout simplement la relève citoyenne de Xavier Herveau et de tant d'autres. Et ce sont les initiatives de tous ces collectifs qui construisent chaque jour un petit peu plus une autre façon de faire de la politique, et qui finalement, je l'espère, s'imposera de façon à ce que la vieille politique, celle qui est verrouillée par les appareils des partis, et je ne critique pas les militants qui en font partie, parce qu'ils sont, je sais qu'ils sont nombreux dans cette salle, et je sais qu'ils sont nombreux aussi à mes côtés à vouloir un autre projet de société. Mais j'ai trop vécu et trop souffert de ce verrouillage des décisions politiques à l'intérieur de l'hémicycle, finalement par les partis eux-mêmes. Et je crois que si mes collègues députés, de tous bords confondus, s'ils avaient voté en leur âme et conscience pendant toute la durée de ce mandat, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Sur le terrain, il n'y a pas que les collectifs qui expérimentent une nouvelle façon de faire de la démocratie. Il y a les initiatives locales. Et les citoyens ne sont absolument pas en reste. Ils agissent à leur niveau. Et heureusement qu'ils n'attendent pas les politiques pour avancer et faire bouger les lignes. Ici, certains vont créer une AMAP. D'autres vont créer une école pour enfants polyhandicapés. D'autres vont essayer de se battre pour créer une monnaie locale. Pourquoi faire une monnaie locale ? Pour relocaliser l'économie, pour que nous achetions à nos artisans locaux, à nos commerçants locaux, sans partir 200 km plus loin dans le futur Europa City, vous l'aurez compris. Ou tout simplement des citoyens qui créent des associations pour créer du lien et renforcer la solidarité. Toutes ces actions collectives sont formidables et une extrême richesse pour notre société. Mais ça pourrait aller tellement plus vite. Et c'est ça que j'ai pu ressentir aussi pendant 5 ans. C'est que finalement, au sein de cette majorité que j'ai très vite quittée, mais pas pour être dans l'opposition, pour être quelque part au milieu, mais ce milieu qui n'existe pas, qui n'est pas aujourd'hui visible à l'Assemblée, finalement, les élus ne sont pas facilitateurs, et ce sont les citoyens sur place qui ont le plus agi et fait bouger finalement notre pays. Et si, de temps en temps, les élus s'inspiraient pour écrire les lois de toutes ces initiatives innovantes qui font leurs preuves, et pour ceux qui connaissent le film Demain, comprendraient aisément à quoi je fais référence, eh bien ça marcherait bien plus, plutôt que de leur mettre finalement des bâtons dans les roues. Eh bien moi je veux continuer. Je veux continuer à prendre ma part, je veux continuer finalement à participer à ce mouvement d'intelligence collective. Cette intelligence collective qui était si chère à Jean Zay. Et merci Guillaume d'avoir parlé de 1936. J'adore reprendre cet exemple-là parce que Jean Zay était d'Orléans, comme moi, comme mon père. Et finalement, en 3 ans, il a fait un nombre de choses incroyables. Allez voir ce qu'a fait Jean Zay. Il n'a pas fait que le Festival de Cannes dont on parlait récemment, il n'a pas fait que les bibliobus ou créé le CNRS. Il a fait une année de plus à l'école. Il a fait confiance à l'intelligence collective. Il y croyait. Il y croyait dans notre pays et moi j'y crois aussi. J'ai pas envie de baisser les bras. Et tous ces mouvements citoyens, tous ces collectifs, j'adore cette représentation du poisson. Ça se comprend, c'est pas besoin trop de mots pour expliquer ce dessin. Il suffit de s'organiser. Il suffira de s'organiser avec tous ces collectifs pour que finalement, comme disait Fabienne tout à l'heure, ils ont l'argent, nous on a les gens. Oui, nous sommes les gens et nous sommes ceux qui, avec nos petits moyens, mais très nombreux, faisons finalement la société de demain. Je suis persuadée qu'une autre voie est possible. J'en suis sûre. J'ai pu expérimenter, j'ai pu voyager dans tout le pays. Dans cette circonscription aussi, Rémi et Marie-Thérèse le disaient, en tant que jury citoyen, ils ont vu à quel point les initiatives pleuvaient
autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux, de le voir et de les aider. Donc une autre voie est possible, et elle n'est pas seulement possible, très franchement, elle est indispensable. J'espère que nous serons de très nombreux députés dans la prochaine Assemblée, élus, des députés indépendants, comme Charlotte, comme Xavier, comme Nathalie Perrin-Gilbert et comme tant d'autres qui se présentent aujourd'hui. Députés indépendants, non assujettis aux partis politiques, pour défricher finalement cette autre voie du possible à vos côtés. Je sais pourquoi je me bats. Je remercie tous ceux qui sont montés à cette tribune, tous ceux qui ont témoigné, tous ceux qui témoignent depuis des semaines et des mois sur le compte de campagne. Je sais que je me bats pour ceux qui ne peuvent pas parler, qui n'osent pas parler, qui n'ont plus le courage, ceux qui se résignent, ceux qui ont complètement baissé les bras, et même finalement pour ceux qui aujourd'hui ne veulent plus aller voter. Je les comprends. Avec Guillaume, on a été sur le terrain, avec beaucoup d'entre vous, on a été sur le terrain, on les a vus, toutes ces personnes complètement désabusées, exclues du système, exclues de la politique de notre nouveau président. Ce cynisme, je ne veux plus le voir. Cette arrogance, cette façon de cacher la misère sous le tapis, de faire en sorte que les 14% de pauvres supplémentaires en 10 ans n'existent plus, ne sont plus là. On n'a plus besoin de s'en occuper. C'est bizarre parce que moi, depuis 5 ans, avec Sarah, Estelle, Julien, je les ai vus à la permanence. Donc je peux vous assurer que je sais vraiment pour qui et pourquoi je me bats. Et pour qui et pourquoi je continuerai à le faire. Avec les mêmes valeurs qu'au début. Avec les mêmes valeurs et les mêmes idées qu'en 2012. Je vous promets que je le ferai. Et s'il y a une phrase, alors j'ai déjà dit, mais on a les références qu'on peut. Moi, c'est Robin des Bois. Pas parce qu'il vole, hein, bien sûr, on l'a tous excusé, parce que Robin des Bois, il partage. Et dans le dernier film de Robin des Bois, il y a une phrase qui me motive à un point. C'est quand il dit « Rise and rise again until lambs become lions ». Dressez-vous, dressez-vous encore et toujours, jusqu'à ce que les agneaux deviennent des lions. Nous sommes des lions. Nous allons gagner le 18 juin prochain dans cette circonscription et sans doute ailleurs. Et nous allons leur montrer collectivement que nous pensons aux autres, que nous partageons et que nous sommes dans une société qui a décidé de n'oublier personne. Je vous remercie. Dire beaucoup de choses, mais il n'y a jamais assez de temps de toute façon. Je voudrais dire qu'une campagne électorale, ça ne se gagne pas seul. Ça ne se fait pas seul. Qu'il y a de nombreux bénévoles dans cette salle et ailleurs qui se mobilisent depuis des semaines, depuis des mois pour porter cette autre voix parce qu'ils y croient autant que j'y crois. Que parfois quand j'ai pas le moral, c'est eux qui me le redonnent et parfois quand c'est eux qui ne l'ont pas, c'est moi qui les rebooste un peu. Et je voudrais les remercier tous vraiment sincèrement, parce qu'une campagne, c'est une aventure humaine, que j'ai rencontré des personnes fantastiques. Pendant cette campagne, il n'y a pas que moi suppléant. Je voudrais que Marie-Vonne vienne ici à côté de moi avec Guillaume. Marie-Vonne, je ne sais pas où tu es. Marie-Vonne qui est ma suppléante encore pendant quelques jours. Guillaume qui sera peut-être mon suppléant pendant longtemps. J'ai pas de questions à poser. Mais je veux pas je veux pas que tu me poses de questions, Marie-Vonne. Je veux juste te dire à quel point j'ai été heureuse que tu m'accompagnes pendant 5 ans.
quand tu as accepté d'être ma suppléante en 2012, on était toutes les deux face à la terre entière. Ouais, pas au mec. On n'était pas aidés. On n'était pas aidés en 2012. Il n'y avait peut-être pas autant de monde non plus. Mais on y croyait. Tu as été toujours là. Et c'est un peu une passation ce soir entre Marie-Vonne, la petite blonde, costaud, et les jeunes, et Guillaume, un grand brun, costaud aussi. Et c'est vrai que je voudrais vraiment vous remercier tous de tout le travail que vous faites depuis des mois. Certains, je les connais depuis longtemps, d'autres que j'ai appris à connaître depuis quelques jours. Je sais que quel que soit le résultat de cette élection, nous serons toujours là, parce que nous allons dans la même direction et que nous le faisons avec le même esprit de joie et de partage. Et je veux vraiment vous remercier, vraiment, du fond du cœur. Merci. Et je ne suis pas professeur des écoles, mais vous allez avoir l'occasion de repartir avec des devoirs à faire, si vous le voulez bien, comme disait Lucien Jeunesse. Vous avez l'emblème de la campagne, c'est le colibri. Alors je suis pas revenue sur l'histoire du colibri, sur la légende, parce que je considère que tout le monde la connaît, mais peut-être pas. Donc je vais en remettre une couche avant de redonner la parole à Fabienne. La légende du colibri, c'est celle de Pierre Rabhi. Le colibri qui essaye d'éteindre un incendie en faisant des allers-retours dans la savane, entre la rivière et l'incendie. Et puis le singe lui dit « Mais tu fais quoi là, toi le petit colibri ?» Et le colibri lui répond « Ben moi je fais ma part. » Et si on est tous là ce soir, c'est parce qu'on a tous fait notre part et qu'on compte bien continuer à le faire. Et donc si vous voulez continuer à convaincre dans les jours qui restent, le premier tour c'est dimanche, et le deuxième c'est la semaine prochaine, vous pouvez prendre un petit colibri que des mains agiles et douces ont découpé pour vous, prendre des petits colibris, 2, 3, et puis écrire un mot derrière, il y a de la place, puis il y a la belle photo de Guillaume, c'est vendeur, et puis donner finalement ce colibri à quelqu'un en lui disant voilà, moi je suis convaincue qu'Isabelle Attard c'est la solution. Ça fait très commercial. Mais voilà, si tu veux te rendre compte par toi-même, si tu veux en savoir plus, va regarder ce qu'elle a fait, va regarder ce qu'elle dit, et va regarder ce qu'elle a écrit. Donc repartez avec des petits colibris si vous le voulez, et donnez-les autour de vous, et puis vous verrez, ça portera bonheur. Et porte-bonheur, j'en ai eu beaucoup dans cette campagne, et je les oublierai jamais. Voilà, c'est fini pour moi, pour maintenant, hein. Pas pour la suite. Merci à tous, merci à tous les bénévoles qui nous aident depuis des mois. Oui, il faut y croire, Marie-Vonne, il faut y croire. Et je continuerai, je lâche jamais. Moi, je suis y croire, mais il faut que les autres. Mais oui, vous le croyez. Bon. Donc merci à tous, et Fabienne, on te rend la parole. Bon, alors vous l'avez bien compris, hein, dimanche, votez et faites voter pour Isabelle Attard. Moi, j'aurais qu'une chose à rajouter. Face aux démocraties en perdition, face au régime autoritaire en menace, George Orwell disait que leur intérêt n'était pas de convaincre, mais uniquement de décourager les esprits, pour que les gens pensent que, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, on ne peut pas agir. Ben, moi, je pense que Isabelle Attard, c'est l'antidote, je vais y arriver, au découragement des esprits, et merci pour ça, parce que c'est pas tous les jours facile non plus de se dire que on fait sa part et qu'il faut continuer. Donc merci Isabelle, on va continuer avec toi. Et en attendant, c'est l'heure de se rincer le gosier, en toute convivialité et en musique, parce qu'il va y avoir un petit concert. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas encore fait et qui auraient envie d'apporter leur soutien, dans le hall d'accueil, il y a une possibilité de faire une petite photo, une petite vidéo, de dire un petit mot en soutien Isabelle Attard, comme vous en avez déjà vu sûrement sur son site internet. N'hésitez pas, parce que ces témoignages-là, ce sont de véritables perles. C'est aussi ce qui fait que
le moteur de la candidate continue à tourner inlassablement pour défendre ce en quoi on croit tous. Merci Isabelle, tu mérites vraiment une standing ovation. Et puis allons tous boire un coup.